L'administration de Donald Trump a officiellement annoncé son retrait des négociations pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Ils ont déclaré qu'ils ne voulaient de plus être des médiateurs dans les négociations et affirment désormais que la Russie et l'Ukraine doivent désormais négocier directement entre elles. En particulier, le département d'État américain a déclaré que les autorités des États-Unis restent bien sûr attachées à l'objectif de parvenir à la paix en Ukraine, mais qu'elles n'ont plus l'intention de poursuivre dans cette voie. Citation. Voler partout dans le monde au premier appel pour servir de médiateur lors d'une rencontre. Et il est très important de noter ici que l'Union européenne a préparé un plan B au cas où les États-Unis se retireraient des négociations visant à mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. L'Europe a préparé un plan de secours si les États-Unis refusaient de médier dans le conflit ukrainien. C'est ce qu'a déclaré la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas. Dans le même temps, l'Union européenne craint que Donald Trump puisse abandonner l'Ukraine et conclure un quelconque accord avec la Fédération de Russie. Mais il est important de noter ici que le retrait des Américains des négociations présente à la fois des avantages et des inconvénients. Et nous allons examiner en détail ces deux aspects dans cette émission. Je suis Alexei Pesci, nous sommes le 2 mai, parlons de tout dans l'ordre. Ainsi, les États-Unis ne seront pas médiateurs lors du premier appel entre la Russie et l'Ukraine. Les autorités américaines restent attachées à l'objectif d'atteindre la paix en Ukraine, mais elles n'ont plus l'intention de parcourir le monde entier au premier appel pour servir de médiateur lors des rencontres. C'est ce qu'a déclaré Tammy Brious, porte-parole du département d'État. Elle déclare que les États-Unis d'Amérique ont l'intention de changer d'approche dans les négociations pour un règlement pacifique de la guerre agressive menée par la Russie contre l'Ukraine. Et ils ne voyageront plus à travers le monde pour jouer le rôle de médiateur entre les pays en conflit. Voici sa citation. Nous restons, bien entendu, attachés à cela, et nous continuerons à aider et à faire tout ce que nous pouvons. Mais nous n'avons pas l'intention de parcourir le monde à la première demande pour servir de médiateur lors des rencontres. C'est le moment pour l'Ukraine et la Russie de présenter et d'élaborer des idées concrètes sur la manière de mettre fin à ce conflit. Cela dépendra désormais d'eux. Quelques heures avant cette déclaration, Tammy Brious, le secrétaire d'État américain Marco Rubio, a déclaré à la télévision que Moscou et Kiev sont encore loin de parvenir à un compromis sur un règlement pacifique. Selon lui, le président américain Donald Trump devra bientôt prendre une décision sur la durée pendant laquelle il compte poursuivre sa médiation entre les parties en conflit. Voici une citation de Marco Rubio. « Regardez, nous nous sommes rapprochés de cela. C'est la première fois. Cela n'était pas le cas il y a 3 ans. Nous voyons ce qu'il en coûtera à l'Ukraine de s'arrêter. Nous voyons ce qu'il en coûtera à la Russie de s'arrêter. Le problème, c'est que ces positions sont encore trop éloignées l'une de l'autre. Il est intéressant de noter qu'au sein de l'Union européenne, comme nous en avons discuté, d'ailleurs, il y a quelques jours, un plan B a été préparé au cas où les États-Unis se retireraient réellement des négociations sur la fin de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Cela signifie que l'Union européenne élabore un plan B pour maintenir les sanctions contre la Russie. Au cas où l'administration du président Donald Trump annoncerait son retrait des négociations sur le règlement pacifique en Ukraine et se rapprocherait de Moscou. C'est ce qu'a déclaré, en particulier, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la sécurité, Kaja Kallas. Selon elle, en Europe, on craint que les États-Unis puissent abandonner l'Ukraine, laisser tomber l'Ukraine et tenter de conclure un accord avec la Russie, car le processus de négociation s'est avéré trop complexe. Il paraît qu'à la Maison-Blanche, on comptait sur le fait que tout serait beaucoup plus simple, qu'ils arrêteraient la guerre, forceraient Kiev à faire des concessions et concluraient ensuite des accords avec le Kremlin. Il s'est avéré que la situation était bien plus complexe, et l'Union européenne craint qu'en prenant conscience de cette complexité, les Américains finissent par délaisser totalement l'Ukraine et disent « Débrouillez-vous, nous allons nous entendre avec Moscou ». Kallas a déclaré que le plan B vise à poursuivre la pression économique sur la Russie, même si la Hongrie bloque la prolongation des sanctions de l'Union européenne en juillet. Voici sa citation suivante. « Il y a aussi un plan B, mais nous devons travailler selon le plan A, car sinon vous vous concentrez sur le plan B, alors il deviendra réalité. » La chef de la diplomatie européenne a expliqué que les négociations avec les États-Unis et d'autres partenaires pour maintenir les sanctions anti-russes continuent. Dans un certain nombre de capitales européennes, on discute de la nécessité de suivre les États-Unis si ceux-ci abandonnent l'Ukraine et relancent leurs relations avec la Fédération de Russie. Kaja Kallas a déclaré qu'on espère ne plus avoir à soutenir l'Ukraine là-bas.
Elle a qualifié cela de faux espoir et a souligné que le Kremlin dépense plus de 9% du produit intérieur brut de la Russie pour l'armée et voudra certainement utiliser cette armée à nouveau. Il ne dépense pas de l'argent pour rien, n'est-ce pas? Selon le chef de la diplomatie européenne, l'Union européenne pourrait prendre en charge l'aide financière à l'Ukraine en cas de retrait des États-Unis. Mais sans les Américains, reconnaît-il, il sera difficile de combler les lacunes dans les livraisons militaires à Kiev. L'Europe continue d'essayer de convaincre les États-Unis que l'issue de cette guerre correspond aussi aux intérêts américains, ajoute Kallas. Elle a également souligné qu'aucun pays de l'Union européenne n'acceptera de reconnaître la Crimée comme russe. Voici la citation suivante. En ce qui concerne l'Europe, nous le répétons encore et encore, la Crimée, c'est l'Ukraine. Les Américains disposent d'instruments qu'ils peuvent utiliser pour exercer une pression sur la Russie afin d'arrêter cette guerre. Le président Trump a dit qu'il voulait que les meurtres cessent. Il doit faire pression sur celui qui commet ces meurtres. Je rappelle que dans les propositions américaines pour mettre fin à la guerre en Ukraine, apportées à Paris le 17 avril par l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, il y avait un point concernant l'assouplissement des sanctions contre la Russie avant même la fin des négociations de paix. Les alliés européens de l'Ukraine ont rejeté ces propositions et ont présenté un contre-projet qui prévoyait la levée progressive des sanctions anti-russes si Moscou ne violait pas les conditions du cessez-le-feu. Mais ici, on peut dire que tout. C'est à cela que tout menait. Que l'équipe de Trump allait se retirer du processus de négociation et que Poutine veut vraiment continuer la guerre. Et aucune des 12 tentatives de persuasion de Donald Trump n'a eu d'effet sur lui. Et pour une raison quelconque, nous n'avons jamais vu les sanctions sévères que le président américain avait promises. Mais disons-le ainsi, tout n'est pas si mal. Il est encore trop tôt pour baisser les bras. Quels aspects positifs peut-il y avoir dans cette situation? Commençons donc par le négatif. La déclaration de J.D. Vance, vice-président des États-Unis, dans laquelle il insiste sur le fait qu'il doit y avoir des négociations directes entre l'Ukraine et la Russie à l'avenir, est un mauvais signal. En résumé, selon les États-Unis, ils ont fait tout leur possible dans la situation actuelle. Évidemment, les deux parties portent une part de responsabilité. L'Ukraine doit réfléchir, car elle est plus faible, paraît-il, elle doit être la première à faire certaines concessions. Notre tâche cruciale, en tant qu'Ukraine, est d'expliquer en quoi des négociations directes avec la Russie sont un piège. Et il faut se rappeler que la déclaration de J.D. Vance est une explication destinée au public américain interne. Les positions de Donald Trump, ce sont des tentatives de forcer l'Ukraine à de telles négociations. Ce sont deux choses fondamentalement différentes. De plus, il faut comprendre que, bien sûr, dans l'équipe de Donald Trump, il cherche comment s'expliquer devant le peuple américain. Pourquoi Donald Trump, qui avait promis de mettre fin à la guerre en 24 heures, ne l'a-t-il pas fait? Et pourquoi ces négociations continuent-elles? Ensuite, bien sûr, ils vont déclarer « Écoutez, les deux parties sont coupables, alors qu'ils s'assoient et règlent ça entre eux. » Nous sortons de cela, du positif. Cherchons ici le positif. Donald Trump se retire des négociations. Eh bien, du moins pour l'instant, il ne déclare que rhétoriquement qu'il se retire après l'accord sur les ressources minérales et l'allocation symbolique d'armes pour 50 millions de dollars. Je le rappelle. Après la signature de l'accord, la Maison-Blanche a demandé au Congrès d'autoriser une première tranche de vente d'armes à l'Ukraine pour 50 millions de dollars. En d'autres termes, la sortie des négociations n'implique pas l'arrêt de l'aide militaire. Sentez bien, c'est un bon signal pour nous, pour l'Ukraine. Les principales négociations ne sont pas avec la Russie, ni avec les Américains. Pour nous, les négociations les plus importantes sont celles au format Europe-États-Unis, où nous, l'Ukraine, sommes l'une des trois questions fondamentales. C'est-à-dire, si les trois questions fondamentales sont les droits de douane, le parapluie de l'OTAN au-dessus de l'Europe, et la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et c'est justement des négociations Europe-États-Unis que dépendront l'aide financière et militaire future à l'Ukraine. Sans et pourquoi, je peux souligner que notre objectif principal est de ne pas nous disputer maintenant avec les États-Unis d'Amérique et de faire partie du périmètre de sécurité et du périmètre économique des négociations entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Néanmoins, il faut constater que si, dans l'équipe de Donald Trump, on commence à faire de telles déclarations, cela signifie que la fenêtre d'opportunité pour les négociations est en train de se refermer.
Et il est évident que la prochaine étape sera l'offensive d'été, car le temps s'améliore et les deux parties vont passer à l'offensive. Eh bien, ou l'un d'eux, c'est certain. Et, en conséquence, la prochaine fenêtre d'opportunité pour des négociations ne s'ouvrira, eh bien, dans le meilleur des cas, qu'à la fin de l'été. Parce que pour l'instant, la Russie n'ira probablement pas négocier, alors qu'elle se prépare à la prochaine offensive. Lorsque les arbres se couvrent de feuilles, et que les conditions météorologiques permettent de déplacer les véhicules blindés légers. Voilà donc la situation. Ici, je mets des points de suspension. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche, et n'oubliez pas de mettre un like si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne. Vous pouvez le faire avec tout don, en scannant le code Quick Response à l'écran. C'est la plateforme, le moyen le plus simple et le plus pratique de soutenir le travail de cette chaîne. Merci d'avance pour vos dons. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.